Salutations à toutes et à tous, chers amis et téléspectateurs d'Omenyimhamvu TV. Nous sommes le 12 avril 2026. Vous êtes avec Innocent Niringimana, un Rwandais en exil, ami et combattant Wazalendo, Muzalendo, qui signifie patriote, VDP, volontaire pour la défense de la patrie, VDP, mais qui s'étend sur toute la région des Grands Lacs, des Wazalendo sans frontières, bien plus sur toute l'Afrique en tant que panafricain, panafricaniste. Je viens pour le moment vous partager une lettre qui a été écrite par nos compatriotes qui croupissent dans les prisons onisiennes au Bénin et au Sénégal, qui ne font que sonner une alerte d'alarme face aux menaces de Kigali qui voudraient faire à tout prix pour les avoir chez eux, pour les torturer. Je prends cette occasion pour remercier toute l'audience qui va suivre cette émission et qui aura la volonté, l'amabilité de partager cette information à qui de droit pour qu'une solution ou des décisions adéquates et idoines soient prises pour défendre ces innocents qui croupissent dans les prisons sans rien faire, qui ont été condamnés injustement par la justice internationale. Moi qui vous parle, je suis juriste de formation, j'ai fait la carrière du juge professionnel pendant plus de 10 ans, 15 ans, et je comprends très bien l'ampleur, la grandeur des décisions judiciaires qui sont, en d'autres termes, une mort vivante, une mort sociale aux condamnés qui perdent les, tous les droits relatifs à la liberté, à l'expression. En général, ils ne disposent d'eux-mêmes, ils ne disposent pas d'eux-mêmes. Permettez-moi alors de vous partager cette lettre qui est un peu longue, mais qui nécessite une attention particulière pour que l'on puisse comprendre les enjeux, l'ampleur, la gravité des actions du gouvernement de Kagame qui fait tout pour en avoir, pour avoir ces personnes, alors que le gouvernement est aussi partie prenante de ce qui s'est passé au Rwanda. C'est toujours la même question qui revient. Comment la partie peut être en même temps juge et partie? Comment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, peut accepter une telle aberration, une telle injustice qui est contre toute forme de droit, droit coutumier, droit international public et privé, droit international pénal. Comment quelqu'un qui est soupçonné, qui est suspecté d'avoir pris part aux événements qui ont eu lieu au Rwanda, ce qui est connu de tout le monde, peut jouir d'une impunité totale et aussi s'arroger le droit de donner la justice, de faire la justice aux condamnés encore. Ok, je vais vous partager cette lettre. Puis s'il y a lieu, je pourrais ajouter des commentaires. Mais en général, la raison d'être de cette émission, c'est de vous partager ce qui a été écrit par nos compatriotes injustement condamnés et croupissant dans des prisons onisiennes
de Bénin et Sénégal. Et les deux pays hôtes que vraiment nous saluons et remercions d'avoir accepté d'héberger ces personnes injustement condamnées. Prisonniers d'Oroni, Bar MTPI, prisonniers d'Apro Miserete, boîte postale 45, Apro Miserete, République du Bénin. Apro Miserete, le 6 avril 2026. Excellence et Monsieur le Président du Conseil de sécurité d'Oroni, objet. Mémorandum sur les perspectives, sur la perspective de transfert du contrôle de l'exécution des peines imposées par le TPR par MTPI aux États, dont le Rwanda. Excellence et Monsieur le Président. Nous sous-signés, prisonniers relevant de la compétence du MTPI et purgeant nos peines au Bénin, avons l'honneur de nous adresser à votre haute autorité pour vous soumettre ce mémorandum afin d'exprimer nos inquiétudes, nos inquiétantes et vives et profondes préoccupations suite à la perspective de transfert du contrôle de l'exécution des peines prononcées par le tribunal pénal international pour Rwanda, TPIR, et le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux aux États, dont le Rwanda. Paragraphe numéro 2. Lors de la présentation du 13e rapport annuel par la présidente du mécanisme à l'Assemblée générale d'Oroni, le 22 octobre 2025, il a été question de cette perspective. À cette occasion, le Rwanda s'est proposé en disant être prêt à exécuter le mandat du mécanisme en assumant ses responsabilités en ce qui concerne les 25 personnes condamnées. Pour le Rwanda, l'exécution des peines n'est pas un fardeau, mais le prolongement de l'expérience nationale de justice, de réconciliation et de primauté de l'état de droit entamé après 1994. Je m'arrête un peu pour y mettre un petit commentaire. Comme je le disais tout au début, le Rwanda est partie prenante des conflits parce que le régime de Kagame, à ce moment-là, en 1994, combattait comme force rebelle APR-FC. Non, APR, sorry, pardon, APR, Armée patriotique rwandaise, et s'affronter au phare pour dire que le mandat du TPR, tel que stipulé dans la résolution 955 d'Oroni, était de poursuivre deux côtés pour les crimes commis entre le 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994. Les deux parties étaient présentes sur terrain. Comment une des parties parvient à convaincre le Conseil qu'il est pour le moment le juge et exécuteur des jugements? Comment? Ça, c'est une question que ceux qui ont écrit la lettre vont aussi répondre. Paragraphe 3. Dans ce rapport S-bar 2025 bar 786 du 1er décembre 2025 au Conseil de sécurité, si après rapport, le secrétaire général de l'ONU développe cette question de transfert des activités du mécanisme aux États à la fin de son mandat. Relativement aux condamnés rwandais relevant du mécanisme, le rapport dit que le mécanisme a demandé au Bénin et au Sénégal qu'il pourrait assumer
la responsabilité des activités courantes de contrôle des conditions de détention. Après avoir souligné que ces deux pays reçoivent d'importantes contributions financières et un appui logistique et administratif considérable de la part du mécanisme, et sans parler de leur réponse, voilà, le rapport recommande que les consultations doivent se poursuivre. Paragraphe 3, 30 du rapport. Il faut noter que le Sénégal héberge des condamnés rwandais d'Oroni depuis 2017. Ça veut dire que depuis 2017, il y a certains condamnés rwandais qui sont là-bas, qui sont arrivés dans les différentes années, mais à partir de 2017. Aujourd'hui, au nombre de 8, tandis qu'au Bénin, où les premiers sont arrivés en 2009, ils sont 15 à y purger présentement leur peine. Ensuite, le rapport évoque la possibilité qui serait de transférer ce rôle au Rwanda. L'emphase est mise sur les bonnes dispositions de ce pays qui s'est dit prêt à accueillir ces ressortissants détenus relevant du mécanisme sous prétexte qu'il a signé un accord avec le TPR, qu'il dispose des infrastructures, qu'il jouit d'une expérience pour avoir accueilli les prisonniers de la Sierra Leone et que, contrairement au Sénégal et au Bénin, le Rwanda offrirait de supporter tous les coûts qui étaient à la charge du mécanisme et assumerait davantage les responsabilités administratives. Paragraphe 31 du rapport. Enfin, le rapport dit que la présidente du mécanisme a le pouvoir de désigner le Rwanda comme un État chargé de l'exécution des peines et le Conseil de sécurité peut décider d'inviter celle-ci à procéder à cette désignation ou prendre une décision contraignante à cet effet. On voit ça au paragraphe 32 du rapport. Lors de la réunion du Conseil de sécurité du 10 décembre 2025, consacrée au mécanisme à laquelle avait été invité le représentant du Rwanda, celui-ci saisit l'opportunité pour ressasser la campagne de son pays en réaffirmant que le Rwanda est prêt à assumer l'exécution de toutes les mesures restantes sur son territoire et qu'il prendra en charge tous les coûts. Conseil de sécurité, référence Conseil de sécurité, séance du 10 décembre 2025, entre parenthèses, S/PV 10 059. Dans les lignes qui suivent, notre mémorandum s'articule sur les points suivants. Rappel de quelques antécédents sur l'immixtion incessante du gouvernement rwandais dans le fonctionnement du TPR/MTPI. 2. La directive du MTPI du 15 mai 2020 et son impact sur les libérations anticipées. 3. Dénonciation de l'offre du gouvernement rwandais et la nécessité de prendre en compte d'autres critères objectifs. 4. Autres options possibles. 5. La nécessité de rétablir la vérité sur le drame rwandais. Point A. Rappel de quelques antécédents sur l'immixtion incessante du gouvernement rwandais dans le fonctionnement du TPR/MTPA. À prime abord, il faut rappeler que le mandat du TPA était de poursuivre les deux parties en conflit et que le régime de Kigali, en place depuis juillet 1994 jusqu'à aujourd'hui, puissamment protégé, n'a pas lésiné sur les moyens pour faire obstruction à toute tentative de traduire en justice les criminels
présumés d'IFPR, y compris les auteurs de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, acte terroriste déclencheur du génocide rwandais. Dans un premier temps, le régime de Kagame a tout fait pour avoir la mainmise sur le TPR en réclamant qu'il soit installé à Kigali d'abord, ce qui n'a pas été fonctionné. Dès lors, il a tout fait pour s'immiscer dans le fonctionnement du TPR et est parvenu à y faire accréditer son représentant, Martin Ngoga, qui est actuellement représentant du Rwanda dans l'ONU. Une des missions de ces représentants officiers de Kigali était de coordonner de faux témoignages fabriqués de toutes parts, de toutes pièces, par les autorités rwandaises contre les accusés devant le TPR en fait d'asseoir la thèse propagandiste d'IFP accusant les Hutus d'avoir planifié le génocide. Même si la planification du génocide par l'ancien régime n'a pas été établie par le TPR, par MTP, le mal a été fait, car nombreux sont ceux qui ont été condamnés sur base de faux témoignages. Le représentant du Rwanda, du gouvernement rwandais devant le TPR était généralement chargé de lui rendre compte pour que celui-ci prenne des mesures afin d'éviter la poursuite des membres de l'IFP responsables des violations graves des droits internationaux humanitaires, du droit international humanitaire commises au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. C'est ainsi que le gouvernement de Kigali a multiplié des menaces, chantages et harcèlements envers le tribunal pour atteindre cet objectif. Une des grandes actions de SAP du régime FPR fut de bloquer les enquêtes qu'avait initiées l'ancienne procureure ITPR, Mme Carla Del Ponte. Dans plusieurs de ces témoignages et ces écrits, ceci décrit en détail comment Kagame personnellement et son régime, de même que leurs puissants supports, l'ont empêché de jouer son rôle et comment il a été écarté de son poste pour que les justiciables parmi les membres de l'FP ne soient pas poursuivis par le TPR. Pourtant, selon elle, assurer l'impunité du OFP revenait à hypothéquer dangereusement la réconciliation des Rwandais. Dans son livre, Mme Carla Del Ponte dit: le mandat du tribunal consistait donc à enquêter sur des crimes de guerre commis par toutes les parties belligérantes du conflit du Rwanda et, si les preuves le permettaient, de poursuivre les plus hauts gradés dans un cas comme dans l'autre. Il était également chargé de dresser un rapport des événements susceptibles de contribuer à la réconciliation des communautés Hutu et Tutsi. Ne pas enquêter sur des exactions du Front patriotique rwandais serait revenu à admettre et proclamer que les dirigeants Tutsis étaient couverts par l'impunité, qu'ils étaient au-dessus de la loi et que les victimes innocentes de leur violence ne comptaient pas. Une telle défiance augurerait très mal de l'avenir du Rwanda et du sort de Rwandais dispersés dans toute l'Afrique orientale et au-delà. Pour dire qu'ici, il y a aussi une note infrapaginale, mais je ne vais pas y revenir. Mais à titre d'éclaircissement, on connaît que quand c'était chaud et que le dossier était en cours pour poursuivre les responsables aux côtés du Front patriotique rwandais qui avaient commis des crimes, même l'attentat contre l'avion du président, la secrétaire générale, la secrétaire d'État américaine, secrétaire,
est venu en sa personne pour stopper ça. Hillary Clinton, madame, elle est intervenue pour stopper toute tentative de poursuivre les Imotaïs. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, le régime du FPR a mené une campagne musclée pour que les prisonniers rwandais condamnés ou en procès devant le TPR soient transférés au Rwanda pour y être incarcérés ou jugés. En même temps, il fait depuis lors, sans relâche, des pressions politiques sur l'État, si les États ayant accordé asile aux familles des personnes acquittées et libérées ou libérées anticipativement par le TPR MTPI pour que ceux-ci ne puissent pas rejoindre les familles. Le gouvernement de Kigali s'oppose même à ce que les dépouilles des condamnés libérés et même acquittés ne puissent être transférés dans les pays ayant accordé asile à leurs familles pour y être enterrés. Il y a un exemple frappant ici. Un ancien préfet de Ruhengeri, Zigira Nyirazo Prote, est mort. Il était au Niger, il est mort au Niger. Il a été transféré en France pour rejoindre sa famille et y être enterré. Mais les autorités ont refusé son enterrement. Il paraît qu'il a été calciné, incinéré. Voilà, ça c'est un exemple frappant. D'autres ne jouissent pas de cette opportunité. C'est ça, un peuple condamné. Tout un peuple qui a été mis de côté, qui a été marginalisé par tout le monde dans le monde, les Hutus, ce qui est vraiment aberrant. Je continue. Le cas le plus frappant est celui des acquittés et libérés du TPR MTPI, relocalisés au Niger, sur accord entre le gouvernement du Niger et l'ONU du 15 novembre 2021. Arrivé au Niger au 5 décembre 2021, ces relocalisés se sont vus subitement frappés d'une décision d'expulsion du Niger pour des raisons diplomatiques en date du 27 décembre 2021. Il est vite apparu que le gouvernement rwandais était derrière ce volte-face du gouvernement du Niger. Grâce à l'intervention énergique du MTPI des mécanismes, la décision d'expulsion a été suspendue, mais la menace d'expulsion demeure. Entre-temps, le gouvernement rwandais continue ses manœuvres pour que ces relocalisés soient transférés au Rwanda contre leur gré, alors qu'ils ne sont plus incarcérés. Ils sont libres, mais ils vivent dans un endroit qui n'est pas loin d'une prison. C'est comme une prison au libéré. Ça, c'est aussi aberrant. On ne peut pas comprendre ce phénomène. Le gouvernement rwandais ne s'est pas arrêté là. Fidèle à sa stratégie de manipulation, il s'est toujours opposé avec véhémence aux libérations anticipées légalement prises par le TPR MTPI, jusqu'à faire pression pour qu'il soit toujours consulté avant de statuer sur chaque cas. Devant la résistance du président du MTPI, l'honorable juge Théodore Méron, le gouvernement rwandais parvint à le contourner, comme à l'accoutumée, en mettant à profit son invitation à participer aux travaux du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire passer une résolution encourageant le MTPI à imposer des conditions aux requérants pour pouvoir bénéficier de la libération anticipée, ce qui est grave. C'est ainsi que dans sa résolution 24-22,
du 27 janvier, du 27 juin 2018, le Conseil de sécurité encourage dans ces termes, encourage le mécanisme à chercher une solution satisfaisante, notamment en envisageant la mise en place de conditions de libération anticipée dans les cas qui s'y prêtent, voir le paragraphe 10 de la résolution. Faisant référence à cette résolution, le juge Théodore Meron a pris une décision favorable de libération anticipée de Simba Aloisi, alors que celui-ci n'avait pas accepté sa responsabilité dans les crimes pour lesquels il avait été condamné, lesquels la décision relève qu'il a été fait droit à de nombreuses demandes de libération anticipée, alors que les accusés n'avaient pas clairement exprimé de remords et, dans certains cas, alors que la personne condamnée avait expressément nié les crimes pour lesquels elle avait été condamnée. Longtemps sous la pression de Kigali, qui l'accusait de tous les maux, même traité de génocidaire par certains, le juge Meron quitta son poste de président du MTPI le 19 janvier 2019. Ses successeurs allèrent tout bouleverser en exigeant un plaidoyer de culpabilité comme condition sine qua non d'obtenir une libération anticipée. Ça aussi, je m'arrête un peu. Ça aussi, c'est contre toute procédure judiciaire. Parce que un jugement condamnant ou acquittant qui n'a pas été fait objet d'un appel ne peut pas avoir d'autre procédure que son exécution. Même si, de l'autre côté, les mesures de commuer les peines, ça veut dire d'alléger les peines par la libération ou le changement du mode d'incarcération, peuvent s'appliquer, ça ne doit pas affecter le contenu du jugement. Si la personne a été condamnée non pas sur base des aveux, ça doit rester comme ça. S'il a déjà terminé une période qui coïncide avec les conditions de libération, il doit être libéré, pas revenir au jugement. Non bis in idem. Ça ne se fait pas deux fois pour le même cas. Mais je vais continuer. B. Les directives du 15 mai 2020 et son impact sur les libérations anticipées. La directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation, de peine ou de libération anticipée des personnes condamnées par le TPR ou le TPY, c'est-à-dire Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où le mécanisme a été adopté par les juges le 15 mai 2020, c'est-à-dire environ 2 ans après la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU du 27 juin 2018. La nouveauté de cette modification, lourde de conséquences, est que la nouvelle directive prévoit à son article 20 que l'octroi d'une libération anticipée peut être soumis à des conditions. Il convient de souligner que pendant ces 2 années d'attente de cette nouvelle directive, toutes les requêtes disposées par les requérants qui remplissaient les conditions conformément à l'ancienne directive et à la jurisprudence en la matière ont été gelées, sans dire pourquoi aux intéressés, à l'exception de Simba Aloisi, libéré par le juge président Théodore Meron en janvier 2019. À travers ces décisions qui ont été rendues
par la suite, sur base de la décision du 15 mai 2020, nous avons compris que pour sortir de la prison, le requérant doit désormais plaider coupable des crimes pour lesquels il a été condamné. Ça, c'est tellement injuste. Ce qui est injuste et inéquitable par rapport à ceux qui ont bénéficié de la libération anticipée avant l'adoption de cette nouvelle directive. Les plus à plaindre sont ceux-là dont les requêtes ont été gérées pendant environ 2 ans en attendant la sortie de la nouvelle directive et sera en violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. La non-rétroactivité de la loi pénale signifie que on ne peut pas appliquer une loi nouvelle au cas antécédent, aux cas antérieurs. La loi pénale condamne les faits qui se produisent avec son avènement, pas avant son avènement. Je ne sais pas si on peut appliquer ce principe à ce cas-là, mais entendez ça comme une expression qui a été utilisée ça, pour exprimer leur vive inquiétude en regard de cette injustice. Il est important de souligner aussi que la libération anticipée avant la directive du 15 mai 2020 était équivalente à une commutation de peine sans condition. Ce traitement inéquitable des condamnés du TPR et MTPI est incompréhensible et aberrant. Je le disais, je l'ai répété à maintes reprises. L'impact le plus sérieux de cette nouvelle directive est qu'il y a eu un blocage systématique des libérations anticipées suite au fait de conditionner la libération à la reconnaissance de sa culpabilité et à la demande de pardon pour des crimes sur lesquels la personne a été condamnée, contrairement au passé, et cela suite aux pressions politiques du gouvernement rwandais. En tout état de cause, cette décision, cette exigence d'une confession en aval des procédures judiciaires est unique pour une personne dont les juges ont fixé la sentence en tenant compte de ce qu'il a plaidé non coupable et en tenant compte de la gravité des crimes. Nous estimons que cette façon d'arracher la plaidoirie de culpabilité au condamné à cette étape n'est pas compréhensible car cela gomme complètement la possibilité de révision du jugement pourtant prévu dans le statut du tribunal. Voilà, voilà une grande manigance ou un truc qui est là-dedans. Si vous acceptez les peines alors que vous aviez demandé le recours à révision, c'est-à-dire que vous fauchez, vous gâchez votre procédure. C'est un autre piège qu'on vous tend. Piège judiciaire. C'est dénonciation de l'offre du gouvernement rwandais à la nécessité de prendre en compte d'autres critères objectifs. Nous constatons que le secrétaire général, dans son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, privilégie le Rwanda sur les deux autres pays, Sénégal et le Bénin. Tout le seul critère que le Rwanda est prêt à prendre en charge des coûts, les coûts d'entretien des prisonniers rwandais condamnés par le TPR par MTPI, sans tenir compte d'autres critères objectifs. Il poursuit en disant que la présidente du mécanisme a le pouvoir de désigner le Rwanda comme État chargé de l'exécution des peines et le Conseil de sécurité peut décider d'inviter celle-ci à procéder à cette désignation
ou prendre une décision contraignante à cet effet. Voir paragraphe 32 du rapport. Pourtant, la directive relative à la procédure de désignation d'un État dans lequel un condamné purgera sa peine d'emprisonnement en vigueur depuis le 7 mai 2025 prévoit au paragraphe 4 que le président peut recueillir directement ou par intermédiaire du greffier et prendre en considération toute une série d'informations, y compris toute observation pertinente de la part du condamné. Ceci signifie que pour désigner un État, il ne faudrait pas tenir compte seulement de sa capacité de supporter les charges d'entretien des prisonniers, alors que toute décision de transfert doit impérativement respecter les obligations internationales applicables sur les articles 7 et 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, garantissant respectivement l'interdiction des traitements inhumains et le respect de la dignité des personnes privées de liberté. Ainsi, toute mesure de transfert doit être précédée d'une évaluation rigoureuse, indépendante et transparente, portant notamment sur 1. Premier point, les conditions de détention dans un État concerné. Deuxième, l'indépendance effective du système judiciaire. 3. Garanties concrètes et solides contre toute forme de traitement inhumain ou dégradant. 5. L'exigence de mécanismes de contrôle et de recours effectifs. Par ailleurs, dans un souci de conformité aux standards internationaux et de préservation de la crédibilité de la justice internationale, il est indispensable que toute décision de transfert soit conditionnée à des garanties effectives, vérifiables et continues. Un mécanisme de supervision internationale soit maintenu. Des inspections indépendantes et régulières soient assurées. Un mécanisme permettant le retrait ou le transfert des détenus soit activable en cas de violation des droits fondamentaux. Or, le rapport d'Amnesty International de 2024 sur le Rwanda souligne que le Rwanda a encore une fois failli de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les victimes contre la disparition forcée. Tandis que l'ONG Human Rights Watch a, dans son rapport pour l'année 2023, relevé plusieurs violations de droits de la personne humaine commises au Rwanda et souligné le fait que le gouvernement rwandais a failli de mener des investigations sur ces abus et de poursuivre les auteurs. D'autre part, l'ONG Human Rights Watch a, dans son rapport du 18 juillet 2025, relevé de façon plus consistante et plus détaillée que les droits de l'homme et des prisonniers, en particulier, sont bafoués au Rwanda. Voir particulièrement les paragraphes 1, 4, 6, 15, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 32 du rapport. En ce qui nous concerne, il ne faut pas surtout oublier le fait que certains d'entre nous ont occupé des postes de haute responsabilité politique et militaire. Oui, il y a des ministres. Je le dis, il y a aussi l'ancien chef d'état-major, des armées, il y a des prêtres, il y a des bourgmestres, il y a des procureurs, comme quelqu'un comme Chamigo, pour dire qu'il y a des dignitaires, il y a des anciens
d'anciennes personnes qui avaient une responsabilité énorme dans le pays. Hmm? Et que ceux-là sont toujours considérés par le gouvernement rwandais comme leurs ennemis. Voilà. Il va de soi qu'ils seront traités comme tels, persécutés, humiliés et torturés jusqu'à ce que la mort s'en suive. Voilà, ça c'est vrai. Mais, comme je le disais dans une émission, le gouvernement rwandais, dans sa malignité, utilise certains membres de ces familles qui ont été dupés à rester dans le pays ou forcés, qui ont été corrompus et qui sont allés au Rwanda ou qui sont restés au Rwanda. C'est tous ceux de la famille de la tribu, les Tini Hutu. À titre d'exemple, Madame Umurongi Providence, qui occupe actuellement la commissaire générale de la Commission nationale pour les droits de l'homme au Rwanda. Il est, il est membre proche du général euh, Augustin Bizimungu, incarcéré au Bénin. Mais, sachez-le bien, tout Hutu au Rwanda qui assume une responsabilité étatique, il n'est que figurant. Il n'a pas le pouvoir de décider. C'est un jouet. C'est une personne à manipuler. Il ne s'alloge pas de soi-même, si je peux le dire comme ça. Il n'est pas libre. Ça, je vous assure, parce que j'ai été là-bas jusqu'en 2019. Je connais comment on traite les Hutus qui sont au pouvoir. On les présente à la communauté internationale pour montrer qu'il y a une réconciliation, qu'il y a un partage du pouvoir entre les trois ethnies. Mais ce n'est pas vrai. Puisque tout le pouvoir est dans les mains de l'armée et de Kagame. Le reste est foutu. Méfiez-vous. Alors, c'était ce prétexte de montrer les membres de ces personnes qui sont incarcérées. C'est pour convaincre les autorités de ces pays, pour montrer que, ah, voilà, vous avez les membres de la famille vos membres de famille sont là-bas, ils sont bien. Pourquoi ne pas y aller? Parce que ce sont des outils, non pas de droit. Même si on les amène là-bas pour témoigner, c'est pour ne pas risquer la vie. Parce qu'ils sont dans les griffes d'une machine à tuer qu'on appelle le FPR, qui s'est lui-même proclamé, le FPR, killing machine, machine à tuer. À l'intérieur, même à l'extérieur. Je vais continuer. Je voudrais seulement insister sur ce point. Parce que c'est un jeu deep à qui on ne peut pas contourner si on ne connaît pas le modus operandi de FPR, le mode d'opération et le modus vivendi du régime de Kagame, qui n'est en sorte, le régime de Kagame, si on peut le résumer un peu de mots, c'est une société commerciale qui a été construite par les pays occidentaux et reçu une mission de piller au Congo et avoir le siège social à Kigali. Alors, c'est une société qui n'a rien de commun, qui n'a pas de relation avec le peuple. C'est pourquoi le peuple là-bas, c'est un jouet, c'est l'outil, c'est un fonds de commerce. Alors, on tire parmi ce fonds de commerce certains individus pour les montrer. Mais en général, il n'y a rien. Il n'y a rien, pas de pouvoir. Détrompez-vous. Vous qui me suivrez, ou qui me suivront après, qui me suivez maintenant et qui me suivront après, sachez cette technique de manipuler
Montrer la face vraie, mais en cachant la vraie réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle au big tactique. Big tactique, montrer comme qu'on est victime, alors qu'on est bourreau. On se montre en faux personne, en fausse personne, la vraie personne est derrière. Voilà, je vais continuer. Bon, je disais que euh, éliminer, bon, il convient de signaler que la plupart d'entre nous ont été jugés in absentia, abstentia, en absence, par contumace, par les tribunaux Gacaca du Rwanda et notre présence sur la place serait l'occasion de faire exécuter ces jugements. Parce que là-bas, le principe non bis in idem n'est pas applicable. Ils ont leur façon de juger, d'administrer la justice, le droit. Ils ignorent toute forme de procédure pourvu que ça les arrange. Je continue. Il ne faut pas non plus oublier que certaines autorités civiles et militaires se sont emparées de nos biens, maisons, propriétés, et champs, et que par conséquent, si nous sommes transférés au Rwanda, nous serons des éléments trop gênants pour ces gens avec un grand risque d'être éliminés d'une manière ou d'une autre. J'informe aussi au public ici, avant de continuer, que les Rwandais n'ont plus de droit amphithéotique, n'ont plus de droit, de droit à la propriété foncière. Ils sont sous le régime amphithéotique. Ils louent, ils sont des locataires, des droits coutumiers, ils sont locataires des champs, des droits fonciers qui étaient coutumiers. On les a amputés de leurs droits de propriété foncière. Alors, ces gens qui ont été condamnés, qui font les peines au Bénin, au Sénégal et ailleurs, sont dans le même panier que les Rwandais. Ils avaient des maisons, ils avaient des champs qui ont été confisqués par les généraux, les hauts gradés, les responsables du FPR. Si partent au Rwanda, ils sont retirés. 32. Une autre conséquence grave du transfert au Rwanda des droits des Rwandais condamnés par le TPR, MTPI, et que nos familles réfugiées dans différents pays ne pourront plus nous rendre visite, étant donné que leur statut de réfugiés et le fait que leur protection ne serait pas garantie au Rwanda sous le régime de FPR. Ça, c'est fort. L'idéologie véhiculée par celui-ci est Ibuka, que l'enfant d'un génocidaire est un génocidaire, ne fera qu'augmenter le risque pour les membres de nos familles de se retrouver eux aussi en prison suite aux accusations fondées sur la fabrication de preuves. Lors de sa rencontre avec la jeunesse le 30 juin 2013 à Kigali, le président Kagame a déclaré que les enfants Hutus doivent demander pardon car celui-ci, selon lui, ceux qui ont commis le génocide l'ont fait en leur nom. Il dit, je cite, même si tu n'as pas tué, lève-toi pour demander pardon pour ceux qui ont tué en ton nom. C'est ce même Kagame qui a déclaré le 25 mars 2010 que s'il faut utiliser un marteau pour tuer la mouche plutôt, nous le ferons. Donc, je répète, s'il faut utiliser un marteau pour tuer la mouche, nous le ferons. Par ailleurs, nos parents proches qui vivent au Rwanda sont des rescapés des massacres d'IFP. Ils sont persécutés et vivent dans la peur et la terreur de Kigali.
Ils n'oseront donc pas nous rendre visite par peur de représailles. C'est ce que je disais. Même ils occupent des fonctions, ils ne peuvent pas. Je continue. Il essaie de souligner que, il essaie de signaler que les idéologues de FPR, dont M. Bizimana, Jean Damascène, l'actuel ministre de la Réconciliation et de l'Unité nationale, mais qui fait le contraire, ont monté des stratégies pour neutraliser tout Hutu et toute autre personne non inféodée au régime. C'est ainsi que, dans l'histoire du génocide qu'ils ont écrit en 2015 et en 2020, amateka ya génocide yakorewe abatutsi, ça veut dire l'histoire du génocide contre les Tutsis, préfecture par préfecture, on voit qu'ils inventent ou déforment des faits. Sur base de faux témoignages, ils établissent les listes des supposés planificateurs et exécutants du génocide sur lesquels tous les accusés devant le TPR acquittés ou condamnés sont chaque fois repris en tête. Malheureusement, si ce qui y est enseigné dans les écoles est répété dans des meetings officiels à l'occasion de la commémoration annuelle du génocide, et en mettant en cause les libérations décidées par le TPI, par MTPI, ces idéologues appellent les rescapés du génocide qu'au cas où ils ne seraient pas satisfaits des décisions de justice, ils doivent se mobiliser pour se faire justice contre ceux qui ont ce qu'ils appellent des génocidaires. Il ne faudrait donc pas nous livrer à la vindicte populaire orchestrée par ces extrémistes, c'est vrai. Il faut être dupe pour croire que l'OFPR peut respecter la règle de la protection de nos documents confidentiels et surtout de nos témoignages, de nos témoins protégés, ainsi que la confidentialité des procédures devant le MTPI en cas de demande de révision des jugements. Ça, c'est fort. Parce que si on envoie un prisonnier, on l'envoie avec son dossier. Et si le dossier est déjà à la merci de l'IFPR, on va voir les témoins et on commencera à les traquer. L'éventualité de remettre au régime d'IFPR les prisonniers rwandais condamnés par le TPR, par MTPI, serait la voie facile pour mettre un point final à la révision des jugements, pourtant prévus dans le statut du TPR par MTPI. Le gouvernement fera tout pour faire capoter la procédure ou faire disparaître des éléments nouveaux, voire même de supprimer les requérants ou les témoins avant que la procédure ne se termine ou ne se fasse même. Les membres de l'IFP ne reculent devant rien quand il s'agit de se protéger contre toute poursuite. Bref, les conditions générales d'emprisonnement et les règles régissant la sécurité et la liberté dont il est question à l'article 4F de la directive de la présidente du MTPI datée du 7 mai 2025 ne peuvent pas être remplis pour nous par le Rwanda. Raison pour laquelle nous dénonçons énergiquement la demande du Rwanda d'être désigné pour accueillir les Rwandais condamnés par le TPR MTPI et de lui transférer le contrôle de l'exécution de la peine et la conservation des archives du TPR par MTPI. Compte tenu de ces critères objectifs et de tous les antécédents mentionnés plus haut, nous préférons rester au Bénin, le pays qui nous héberge depuis plusieurs années et qui nous traite humainement plutôt que d'être envoyés au Rwanda, où nous risquons d'être soumis à la torture et à une mort atroce. Comme il est dit au paragraphe 28 du rapport du secrétaire général de l'ONU,
Le mécanisme pourrait dès à présent transférer à chaque État chargé de l'exécution des peines le contrôle des conditions de détention des différentes personnes condamnées. Il faut que chaque État soit prêt à accepter cette irresponsabilité et que le statut, le règlement de procédure de preuve et les accords et le règlement de procédure et de preuve et les accords d'exécution de peine soient modifiés en conséquence. Quant aux tâches judiciaires et autres, il est pour nous logique qu'ils soient exercés par une juridiction internationale indépendante pour préserver l'égalité et l'équité. Autres options. En supprimant les conditions qui compromettent la possibilité d'introduire les demandes de révision du jugement, le déblocage des libérations anticipées serait levé. Cette option permettrait de réduire très sensiblement le nombre de prisonniers à prendre en charge et automatiquement réduire le budget pour les entretenir. C'est vrai. Actuellement, les personnes éligibles peuvent atteindre environ la moitié des effectifs des prisonniers rwandais exécutant leur peine au Sénégal et au Bénin. Ceci veut dire que, à la première vague de libération anticipée, après la levée du blocage, le budget pour entretenir ceux qui seraient en train d'attendre le tour va diminuer d'environ de moitié. Dans ces conditions, il serait irrationnel que le souci d'Oroni d'économiser 250 000 dollars soit placé au-dessus du droit à la vie et à une justice équitable que réclament les condamnés d'ITPR et MTPI. Nous estimons donc que l'ONU devrait continuer les pourparlers avec les pays qui nous hébergent. Nous recommandons de maintenir le financement des frais de subsistance et les dépenses médicales des condamnés. Par ailleurs, il est anormal que les personnes condamnées par le TPI n'aient pas le droit à l'aménagement des peines. Vraiment, ça aussi, moi aussi, je me demande pourquoi. Et la nécessité de rétablir la vérité sur le drame rwandais. Nous estimons qu'au moment où les langues commencent à se délier et que la vérité sur les violations graves du droit international humanitaire commises par les membres du FPR au Rwanda et en République démocratique du Congo, RDC, depuis plus de 30 ans, est en train d'être mise à nu par des témoins crédibles qui ont été obligés de se conformer pendant longtemps au narratif imposé par les supporters puissants du régime FPR. La juridiction internationale devrait accomplir la mission qui lui a été confiée et saisir l'occasion de redresser la barre et de rendre justice à toutes les victimes de cette tragédie. In fine, accepter le transfert au Rwanda des prisonniers rwandais condamnés par le TPR, par MTPI, serait une décision très lourde et de conséquences graves. En effet, une telle décision reviendrait à consacrer la justice du vainqueur, alors que le général Kagame et ses troupes, autres partis au conflit, sont toujours justiciables devant les Rwandais. La communauté internationale est devant l'histoire. On se souvient que depuis qu'ils sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Kagame et ses lieutenants se sont toujours hantés par le souci d'étouffer la vérité et d'occulter les rôles dans le drame rwandais en faisant tout pour mettre définitivement leurs propres crimes sur le dos de leurs adversaires, dont plusieurs condamnés de TPR, par MTPI. Dès lors,
Le leur livré équivaudrait à serrer définitivement l'impunité aux coupables présumés du FPR, alors qu'il existe des preuves abondantes de leur responsabilité dans le drame rwandais. Des preuves sont nombreuses, même les membres du FPR le témoignent, en haut et à large. Même Kagame le témoigne. Quand il dit que si dans l'avion, il n'y avait rien, et que si il n'avait pas tiré avant, Habyarimana pouvait tirer aussi. C'est ce qu'il dit. S'il n'avait pas tué Kagame, Habyarimana avant, Habyarimana pouvait le tuer aussi. C'est ce il a déclaré sur une des chaînes de radio. À titre indicatif, je continue, il est important d'évoquer la confidence que le général Kagame a livrée au général Lomero Dallaire, commandant de la Minoire le 2 avril 1994. Dans son livre, le général Dallaire écrit: j'ai regardé son visage. Jamais, je ne l'avais pas jamais vu si sombre. Je ne l'avais jamais vu si sombre. Il a seulement ajouté que nous étions à la veille d'un cataclysme et qu'une fois enclenché, aucun moyen ne permettrait de le contrôler. Ça, c'est l'avion, le crash, l'attentat contre l'avion du président qui s'est produit 5 jours après, 4 jours après. Le cataclysme a été déclenché au 6 avril 1994 en abattant l'avion du président Habyarimana. Et l'on sait que le régime de Kagame se bat toujours pour mettre son forfait fatidique sur le dos de ses adversaires vainement. Pourtant, des preuves pertinentes et solides sur l'attentat mettent en cause le père et son chef. Ils acceptent même dans la rue. Également, il faudrait garder à l'esprit l'importante déclaration de l'ancienne procureure du TPR, Madame Carla Del Ponte, qui, environ un an après sa prise de fonction au TPR, a dit: s'il était établi que le FPR qui a descendu, que c'est le FPR qui a descendu l'avion du président Habyarimana, l'histoire du génocide serait réécrite. Je répète, Madame Carla Del Ponte, s'il était établi que c'est le FPR qui a déclenché, qui a descendu l'avion du président Habyarimana, l'histoire du génocide serait réécrite. Il a écrit, voilà, le journal danois Aktuelt du 17 avril 2000. Également, malheureusement, le tribunal a fermé ses portes sans avoir jugé les membres du DFP mis en cause dans cet attentat. Des erreurs ont déjà été commises en exonérant le FPR des poursuites qui s'inscrivaient dans le mandat du TPR-MTP. Il ne faudrait pas en ajouter, en lui remettre à ses adversaires condamnés en guise de trophée. Vraiment. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité de l'ONU. Eu égard à tout ce qui précède, nous espérons que, sous votre autorité et votre sagesse, le Conseil de sécurité tiendra compte de nos inquiétudes et de nos suggestions pour ne pas retenir l'offre du gouvernement rwandais et nous permettre de continuer à exécuter nos peines dans des conditions humainement acceptables. Nous vous prions d'agréer, Excellence et Monsieur le Président du Conseil de sécurité, l'expression de notre très haute
considération. Fin de citation. Je termine la lettre. Les signataires, Nizeyimana Ildefonse, capitaine, Cyamihigo Simeon, Ndahimana Grégoire, général Bizimungu Augustin, Gatete Jean Baptiste, ancien bourgmestre, Musema Uwimana Alfred, Nizeyimana Ildefonse, capitaine, Major Ntabakuze Aloys, Akayezu Jean, Abbé Seromba Athanase, bourgmestre Semanza Laurent, ministre Nzabonimana Calixte, bourgmestre Kajerigeri Juvenal. Copie pour information. Son Excellence, Monsieur le secrétaire d'ONU, à l'ONU New York, USA, aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, membres, Madame la présidente du MTPI, La Haye, Mesdames et Messieurs les juges du MTPI, Monsieur le greffier du MTPI, La Haye, Monsieur le président de la commission de l'ONU aux droits de l'homme, Genève, Maître John Philpott, Messieurs les avocats de la défense, la CICR, Genève, les familles des dignitaires, des signataires. Et je termine cette lettre. Chers téléspectateurs de Menyimhamvu TV, comme j'aurais commencé, Menyimhamvu TV qui signifie il faut savoir pourquoi. La raison de toute chose. Pourquoi ça? Il faut connaître pourquoi. Nous avons pris notre temps pour vous lire cette lettre dans l'intention de vous faire part de ce qui se passe chez les Hutus qui ont été condamnés par l'ONU. On se demande si la justice internationale existe ou si c'est tout simplement une justice des vainqueurs. On ne comprend pas pourquoi une partie au conflit devient en même temps le juge, le huissier. Le huissier, c'est celui qui exécute la peine, donc qui facilite l'exécution de la peine. Alors qu'il est partie prenante. Le Rwanda ne devrait avoir aucun rôle. Le Rwanda a refusé de mener des enquêtes contre cet attentat. Alors que c'était un président rwandais. Si c'était vraiment un gouvernement consécutif, un gouvernement qui est une poursuite, une continuité, en continuité. La première nécessité serait de faire la lumière sur l'attentat. Mais on l'a mis de côté parce que ils sont des responsables. Si c'était un gouvernement vraiment responsable, qui travaille pour le compte des Rwandais, on devrait faire en sorte que on ne chasse pas les Rwandais ailleurs. On devrait faire tout ce qui est possible pour que les Rwandais qui vivent ailleurs vivent en paix. C'est ce que Habyarimana faisait. Habyarimana est allé en 1988 en Ouganda pour participer aux cérémonies de gradé, de haut gradé de l'armée ougandaise. Dans les hauts gradés, il y avait aussi des Rwandais, dont le général Rwigema Fred, général-major, qui était en réalité le deuxième général-major après le général Habyarimana Juvenal. Alors je vous dirais que c'est comme même une coïncidence. Ce général a été tué le deuxième jour
du commencement de l'invasion rwandaise. Ça veut dire le 2 octobre 1990. Le deuxième général-major, qui était le premier général-major du Rwanda, a été tué le 6 avril, là, à l'aube des hécatombes au Rwanda. Des moments horribles. Là où, j'ose le dire, parce qu'il faut dire la vérité, les Tutsis qui étaient au nombre de 650 000 au Rwanda, en 1994, Ibuka avait confirmé que les rescapés étaient de 300 000 au plus et que ceux qui ont succombé au génocide n'étaient que 250. Donc, les rescapés étaient aux environs de 400. 250 000 ont succombé. C'est beaucoup, c'est énorme devant une minorité. Alors, pour le moment, on présente que les Tutsis qui ont été tués sont plus d'1 million. Alors qu'au Rwanda, il n'y avait pas même 1 million de Tutsis. Ils étaient au nombre de 650 000. Pour dire que beaucoup de gens des eaux que les visiteurs vont visiter dans les sites mémoriaux, comme Gisozi et ailleurs, 80% sont des Hutus, des eaux de Hutus, qui ont été ramassés d'ici et là. Parce qu'à Kigali, on ne pouvait pas trouver 250 000 Tutsis qui vivaient dans la ville de Kigali. Impossible. Alors que dans tout le pays, il y avait 650 000. Et les Hutus étaient plus de 600 millions. 6 millions. Plus de 6 millions. Les Hutus étaient plus de 6 millions. C'est-à-dire que plus de 3 ou 4 millions de Hutus ont été tués. Parce que dans la préfecture d'Obiumba, on a décimé toute une population. Il y a des communes là où on ne peut pas trouver un représentant, où on peut trouver des rescapés, 100 personnes, alors qu'il y avait plus de 50 000. On les a tous massacrés. La version qui est propagée, propagée dans le monde, c'est faux. J'ose le dire, sans nier le génocide, parce qu'il y a beaucoup de victimes. Les Tutsis ont été tués par certains Hutus et les Tutsis qui avaient infiltré les cellules, comme Tito Lutaremara l'avait confirmé. Parce qu'à chaque cellule, on avait introduit 5 personnes. 5 personnes qui avaient la mission d'attiser les tueries, donc montrer comment tuer farouchement. Hey, cette technique, cette ruse, c'est la même qui est utilisée pour duper les pays étrangers à ne pas comprendre la raison d'être de suivre ou de chercher ces personnes. C'est pour se taper sur la poitrine en disant, OK, nous avons, pour le moment, nous avons l'ancien chef d'état-major. OK. Nous avons capturé toute une armée. Parce qu'en 1994, toute une armée a fui avec la population vers le Zaïre. Ils n'ont jamais capturé un militaire, sauf certains qui sont revenus, entre autres Katsizi Marcel et son équipe, et d'autres qui travaillaient pour le compte des FPR pendant la guerre. Alors, pour vous dire que mes chers compatriotes, mes chers Africains qui vont écouter cette émission, nous plaidons pour que cette mesure, le transfert, ne soit pas applicable pour toutes ces personnes qui croupissent dans les prisons onusiennes là-bas. Nous
plaidons aussi qu'ils jouissent de la libération conditionnelle, comme les autres en ont fait, ont joui de ce droit, ce qui pourrait alléger la tâche de l'ONU, de les équiper. Si 12 personnes sont libérées, il ne resterait que 12 encore, ou 11. Alors, pour la fin, j'interpelle toute la communauté africaine à découvrir la vraie image de Kagame. Parce que j'ai entendu que dans l'Afrique de l'Ouest, on ne chante que les éloges de Kagame. Que Kagame est un grand leader, mais vraiment, mes chers frères, ne tombez pas dans cette manipulation. Cet homme-là, c'est un grand criminel. C'est un grand type africain qui sacrifie les Africains au compte de l'Occident. Vraiment. Ça, c'est la réalité. Ne soyez pas dupés. Alors, écoutez le cri d'alarme que nous sommes en train de faire. Parce que ces gens sont au bord d'un gouffre, de la mort. Et les gens qui brandissent, je veux dire au régime de Kigali, qui brandissent certaines personnes en disant, voilà, ils sont des membres de ces familles et ils n'ont rien comme menace à Kigali. Ce n'est pas vrai. Alors, je vais terminer en vous souhaitant succès. Et si vous avez aimé la vidéo et le message qui est là-dedans, partagez massivement. Et je vous souhaite bon séjour et bon patriotisme wazalendo. Je voudrais que tous les Africains soient wazalendo pour protéger leur terre. Notre mission, c'est de protéger notre terre. Notre terre qui a été confisquée ou qui est sous la menace d'une confiscation. Tout ce que nous voyons comme guerre ne vise qu'à confisquer nos terres. Parce que toutes les richesses du monde se basent sur la terre, notre sol, notre terre ancestrale. Le sol africain est fertile et riche de tout, les minéraux, l'eau, les forêts. Alors, tous les Africains, et surtout ceux de la région des Galates, je les interpelle à jouer, à être très vigilants et à suivre les décisions de leurs chefs qui hypothèquent nos droits aux terres. Et il y a des pays africains qui sont tombés dans ce genre de piège et qui ont perdu leurs terres. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Le Rwanda. Et bientôt, vous aurez d'autres pays. Les pays du Maghreb. Il y avait des Noirs. Où sont-ils allés? Alors, je résume ça. Ce n'est pas mon intention de revenir au patriotisme, au panafricanisme, au zarendoïsme, au zarendo, wazarendo. C'était justement pour vous interpeller à jouer un rôle grandiose dans le respect des droits humains que ces victimes d'une injustice internationale continuent à faire face. Je vous remercie. C'était votre humble serviteur, Innocent Niringiyimana.